Alors, déconnexion, les liens insoupçonnés posent un risque. Alors, on était très excités la semaine dernière de lancer notre bulletin de février 2019. Et aujourd'hui, on a vraiment un beau groupe pour vous en parler. Alors, moi, je commence, je vais vous présenter un peu la vue d'ensemble. Par la suite, Caroline Lavallée va vraiment nous parler de son expérience personnelle et les défis et aussi les enjeux, les forces pour les personnes qui vivent avec des maladies cardiovasculaires. Par la suite, Anita Asghar va faire un peu un examen en profondeur sur les liens rattachant les déficits cognitifs d'origine vasculaire et la santé des femmes. Et par la suite, Laura Joya va parler de la prévention secondaire et d'une approche holistique compréhensive pour vraiment traiter les patients avec toutes leurs affectations. Alors, beaucoup de perspectives riches et on espère que vous avez bien apprécié. Et par la suite, on va avoir une période de questions. Alors, nos trois présentatrices, j'aimerais quand même vous donner un petit peu le portrait de toute leur vie, leurs expériences professionnelles et personnelles. Et puisque c'est toujours important, on doit aussi prendre un moment pour faire nos déclarations, nos divulgations. Rattachant à la question de conflit d'intérêt. Alors, comme vous pouvez voir, on a quand même donné une perspective sur Caroline, Dr. Asghar et Dr. Joya. Alors, je vais maintenant juste vous donner un aperçu sur le bulletin comme tel et je vous invite et j'espère que vous avez déjà pris la chance d'aller sur notre site web cœur-et-avc.ca pour lire en profondeur le bulletin et toutes les informations qui sont rattachées. Pour la Fondation, cette dernière année, derniers 18 mois, a vraiment été une période d'apprentissage profondi et on a vraiment cherché à travers un groupe de conseils aviseurs qui sont rattachés à 6 secteurs essentiels à notre mission, de regarder la santé cardiaque et la santé cérébrovasculaire dans son ensemble et de vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire de regarder non seulement à l'intérieur de chacune des conditions, mais à travers. Et tout en faisant un apprentissage, on a rapidement passé du savoir à l'action parce qu'on voulait tout de suite partager les découvertes qu'on a faites et aussi faire un peu là, un appel à l'action plus large sur ces questions. Et c'est vraiment ce qui commence à se dérouler maintenant, le bulletin la semaine dernière, et notre intention à partir de ce moment de vraiment porter attention et de mettre une emphase plus pointue sur les liens qui sont indissociables entre les maladies du cœur, l'AVC et les déficits cognitifs d'origine vasculaire et que nous, comme Fondation, mais on souhaite vous tous comme acteurs dans le système de santé ou à travers le pays, vont se rassembler pour agir en conséquence. Oh, excusez-moi. Je pense qu'une des choses, et j'espère que vous avez pris le temps de regarder le bulletin, une des choses qui est très importante, c'est qu'on parle non seulement du cœur et du cerveau, mais de ce concept de l'esprit. Et c'est pas vraiment spirituel comme tel, mais c'est vraiment rattaché à tout ce qui est notre conscience, nos facultés intellectuelles et notre capacité de prise de décision, de mémoire, de langage, et comment cette capacité et ces capacités sont affectées et touchées et par les maladies du cœur et par l'AVC. Et donc, vraiment essayer de penser, nous, c'est vrai qu'on est la Fondation Cœur et AVC, mais on doit prendre une perspective plus large et penser à tout ce qui est le cerveau et l'esprit et comment ils agissent et interagissent. Et c'est ça vraiment la leçon et le message du rapport. Excuse-moi, j'essaie d'avancer. Excuse-moi. Je pense aussi, et vous allez entendre à travers nos présentatrices,
On essaie de penser à un système qui est interconnecté et à toutes les étapes dans notre santé. Avant qu'on est malade, le côté éducation et prévention primaire, quand on est malade et une fois qu'on a eu un diagnostic et qu'on doit vivre et réadapter et bien vivre. Alors, tous ces éléments font partie. Une des choses qui est très importante, et j'espère que vous avez regardé dans le rapport et sur le site web, on a vraiment étudié les liens. Alors, par exemple, si on prend l'AVC et vous regardez une personne qui vit un AVC est à un risque plus élevé d'avoir des déficits cognitifs d'origine vasculaire. Alors, si vous lisez ce tableau, on regarde, on fait une ligne horizontale, par exemple, on parle j'ai eu un AVC, quels sont mes risques plus élevés? Les liens avec le déficit cognitif d'origine vasculaire sont forts, et si vous regardez plus loin, il y a aussi des liens avec la maladie vasculaire. Une des choses importantes, c'est que si vous descendez la colonne rattachée au déficit cognitif, vous allez voir, et puisqu'ils sont d'origine vasculaire, des liens assez forts avec toutes les autres conditions. Et ensemble, une des choses qu'on a fait, on a vraiment regardé tous les liens entre ces personnes et à quel point c'est une forte tendance. Et quand on les regarde dans leur ensemble, les 2,6 millions de personnes au Canada qui ont été hospitalisées, une réalité quand même assez choquante qu'une personne meurt toutes les 5 minutes. Alors, j'aimerais prendre un peu, là, partant de cette vue d'ensemble, quand on pense à ces 2,6 millions de personnes, chacune c'est une personne individuelle qui a son vécu. Et pour nous parler un peu de sa perspective, on va se tourner vers Caroline qui va nous raconter son histoire. Alors, j'espère que tu es là, Caroline, et je te passe la parole. Merci beaucoup, Anne. En fait, mon histoire, elle est simple puis elle est compliquée en même temps. En 2006, j'ai reçu un diagnostic de tachycardie supraventriculaire, ou ce qu'on appelle TSV. Pour ceux qui ne sont pas du secteur de la santé, qui sont moins familiers avec ce terme-là, ben, c'est une forme d'arythmie. C'est une condition où le cœur s'emballe et puis sans prévenir, ben, il se met à battre à un rythme vraiment effréné. On peut parler de 180, 200, 220 battements minutes au repos. Alors, vous pouvez imaginer que quand ça se produit, c'est extrêmement inquiétant, c'est très paniquant parce qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Puis, il y a plusieurs symptômes qui rappellent ceux d'une crise cardiaque. Ce que je dois dire aussi, c'est que ça a quand même pris, j'entrerai pas dans les détails, faute de temps, mais ça a quand même pris 6 ans avant qu'on trouve le diagnostic. Donc, quand j'avais un épisode de TSV, ben, on se sent extrêmement vulnérable parce que, on le sait, la TSV, ben, ça vient accroître les risques d'AVC. Puis quand on est une femme, c'est d'autant plus inquiétant quand on sait que 45% plus de femmes que d'hommes au Canada meurent d'un AVC. Bref, chaque fois que j'avais un épisode de TSV, je devais me rendre à l'hôpital, le plus souvent en ambulance, où on administrait des bêta-bloquants. Pour ceux qui sont moins familiers avec le terme, les bêta-bloquants, c'est un médicament qui vient ralentir le rythme cardiaque. Dans mon parcours, à travers tout ça, ben, à certaines occasions, je dois vous le dire, j'ai dû insister au triage à l'urgence. J'ai dû insister pour voir un médecin parce que la tachycardie supraventriculaire, ça peut durer 1 heure, peut-être plus, comme ça peut durer quelques minutes, arrêter, puis recommencer. Alors, vous pouvez imaginer que parfois au triage, on ne me croyait pas, parce que quand j'arrivais devant l'infirmière, ben, mon rythme cardiaque était revenu à la normale. Alors, je devais vraiment mettre mon pied à terre puis insister pour être prise en charge. Malgré tout ça, je m'estime quand même chanceuse parce que dans les 3 mois suivant le diagnostic, ben, j'ai été référée en cardiologie, puis j'ai subi une ablation par cathéter. C'est une intervention qui est peu invasive et pour moi, ben, ça a permis de régler le problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je fais tout ce que je veux.
Si la prise en charge initiale et le délai pour l'ablation par cathéter ont été rapides, j'ai quand même eu l'impression d'être laissée à moi-même pour ce qui est du rétablissement et pour les suivis par la suite. À mon congé, on ne m'a pas dit à quoi m'attendre. On ne m'a pas dit est-ce que j'aurais des sensations étranges, parce que oui, j'avais l'impression que mon cœur ne se comportait plus de la même façon. J'avais vraiment des symptômes étranges. On ne m'a pas dit où je pourrais obtenir des réponses à mes questions. Est-ce que la façon de battre de mon cœur maintenant, est-ce que c'était normal? Est-ce qu'il y a des symptômes que je devais surveiller? Est-ce que j'allais pouvoir recommencer à faire de la course à pied de façon intense? Et si oui, quand? Donc, beaucoup de questions sans réponse. Et puis, pour obtenir des réponses, j'ai dû faire preuve de créativité. J'ai dû faire preuve de débrouillardise. Alors, j'ai consulté des ressources en ligne, dont le site web de Cœur et AVC qui, Dieu merci, regorge d'informations. Mais cela dit, j'avais néanmoins besoin de parler à un cardiologue pour savoir si je pouvais reprendre le sport de façon sécuritaire. Alors, j'ai dû aller en clinique privée pour voir un cardiologue, pour faire les tests afin de savoir, est-ce que je vais bien, puis est-ce que je peux recommencer à faire du sport? La bonne nouvelle, c'était que oui. Ce que je retiens de mon expérience, c'est que il y a certainement eu des lacunes au niveau du continuum de soins pour moi, au niveau du continuum de services, puis d'accompagnement aussi après l'ablation. La bonne nouvelle, c'est que dans l'ensemble, de manière générale, je pense que tout s'est relativement bien passé pour moi. Puis encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude parce qu'aujourd'hui, je fais tout ce que je veux, incluant des triathlons. Je retiens de mon expérience qu'on a vraiment besoin d'un système de santé qui soit axé sur le patient, dans lequel on va vraiment assurer ce continuum de soins puis de services, de soutien, puis d'accompagnement, parce que tout à l'heure, Anne parlait d'esprit. Moi, je suis d'avis que, comme patient, notre posture mentale, notre état d'esprit joue un rôle clé dans notre établissement. Je le crois profondément. Mais pour arriver à ça, pour arriver à ce continuum de soins, ça prend un effort concerté de tous les acteurs du milieu. Puis aussi, il faut que les professionnels de la santé aient accès à des ressources adéquates, à toutes les ressources nécessaires. Vous savez, on m'a demandé, Caroline, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui doivent naviguer dans le système de santé, ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais? À ces personnes-là, je dirais, en attendant d'avoir ce continuum de soins dont je parlais, de soins de service, le conseil que je donnerais aux personnes qui commencent leur périple dans le système de santé, c'est poser des questions, insistez encore et soyez votre propre voix, soyez un porte-parole pour vous-même, c'est très important. Vous savez, au cours de la présentation, j'ai partagé une donnée, un chiffre, une statistique, puis on va entendre parler d'autres chiffres au cours de la présentation, et ce sont des données extrêmement importantes sur les maladies du cœur. À mon sens, il y a toutefois un élément qu'on ne peut pas calculer. Il y a un élément qu'on ne peut pas quantifier, et c'est le coût sur le plan humain, le coût des maladies du cœur, des AVC sur le plan humain. Vous savez, entendre tomber un diagnostic de maladie du cœur, puis vivre avec une maladie du cœur, c'est une expérience qui est difficile physiquement, mais aussi mentalement également. Et en lisant le témoignage d'autres personnes que vous voyez à l'écran, je me rends compte aujourd'hui que on a plusieurs points en commun quant à notre cheminement. On passe par toute une gamme d'émotions, que ce soit la peur, la détresse psychologique, l'incertitude, l'anxiété, les questionnements dont je parlais il y a un moment, puis dans certains cas, la nécessité d'insister pour être prise au sérieux et prise en charge. Et ça, je dirais que c'est d'autant plus vrai pour les femmes. Et mesdames, à vous, je dirais, mettez de côté les convenances sociales. N'ayez pas peur de mettre votre pied à terre. N'ayez pas peur d'élever la voix quand c'est nécessaire pour vous affirmer, pour être entendu et être prise en charge adéquatement et rapidement.
À mon sens, ça, ce n'est qu'un des défis que les femmes doivent relever. Et je vais maintenant laisser la parole au docteur Anita Asgar qui va aborder d'autres défis que vivent les femmes ainsi que les liens entre les maladies du cœur, les AVC, puis les déficits cognitifs d'origine vasculaire. Merci, Caroline. Donc, si on peut aller à la prochaine slide. Parfait. Donc, comme on a déjà discuté pendant les derniers 10 ans, 2,6 millions de hospitalisations dans cette analyse. C'est un chiffre assez choquant, mais ça vaut la peine de regarder ces hospitalisations viennent de où. Et si vous regardez bien, vous voyez que la majorité vient d'une maladie coronarienne ou une maladie vasculaire. Ensuite, on voit le taux d'insuffisance cardiaque, les arythmies, les AVC et les maladies structurelles de cœur. En plus, vous voyez que la majorité sont les maladies de cœur. Et si on regarde les hospitalisations par âge et par sexe, ça augmente avec l'âge. Donc, le plus âgé ont le plus de hospitalisations d'origine vasculaire au Canada. Si on peut aller à la prochaine slide. Donc, c'est aussi complexe. C'est pas juste une maladie coronarienne. Si on regarde les patients qui sont hospitalisés, ils viennent souvent avec plusieurs comorbidités, plusieurs maladies, pas juste une maladie coronarienne ou un AVC. Donc, si vous regardez ici, vous voyez toutes sortes de couleurs qui montrent que chaque patient qui vient, soit avec une maladie valvulaire ou une insuffisance cardiaque, ils ont en plus souvent 2 autres maladies, des fois 3 et des fois 5. Donc, c'est des patients qui souffrent de plusieurs maladies en même temps. Ça rend ces patients complexes et des complications qui arrivent par la suite. Donc, ici, on voit aussi qu'une personne sur 5 est admise 2 fois à l'hôpital et 1 sur 5 au moins 3 fois. Donc, ces patients ne viennent pas juste une fois, ils viennent en plusieurs reprises. Et le plus de problèmes que vous avez, le plus de chances que vous allez mourir si vous avez plus de maladies en connexe. Donc, parmi les patients qui ont eu leur congé, 40% sont réhospitalisés pour une deuxième fois. Donc, c'est pas juste un seul épisode, ces patients reviennent avec leur comorbidité et les maladies cardiaques et les maladies cognitives. Donc, ensuite, ici, vous voyez encore la même affaire. Plus que 500 000 patients ont revenu pour une autre maladie de cœur. Si on regarde à droite, on voit la maladie coronarienne, insuffisance cardiaque, arythmie, maladie structurelle ou valvulaire. Et on voit la même chose pour les patients qui ont une maladie d'un AVC. Donc, c'est pas deux conditions séparées. C'est vraiment un lien entre les deux. Et quand vous avez une, souvent, vous allez avoir une autre. Et quand vous avez plus qu'une, c'est sûr que le taux de réadmission augmente. Suivante. Les risques, malheureusement, sont plus grands pour les femmes que pour les hommes. Et on voit ici les femmes en rouge. Et on regarde les maladies de cœur et l'AVC sont les causes principales de mort précoce chez les femmes. En 2016, 12% plus de femmes que des hommes sont mortes d'une maladie de cœur, d'un AVC ou un déficit cognitif d'origine vasculaire. Donc, malheureusement, les femmes sont plus affectées. Ils ont plus de chances de mourir avec ces maladies. Donc, c'est encore un peu la même affaire, plus que femmes d'hommes qui ont la maladie de cœur. Et 45% des femmes que des hommes meurent d'un AVC, puisqu'elles vivent plus longtemps, un plus grand nombre d'entre elles vivent avec des séquelles. Donc, c'est pas juste avoir un incident, un AVC ou un infarctus, c'est des séquelles qui suivent le patient pour le restant des jours. Moi, je veux parler un peu plus sur la maladie valvulaire, les maladies structurelles, une affaire qui arrive aussi souvent avec l'âge. Si on regarde la prévalence d'une valvulopathie dans la population,
C'est clair avec cette image que ça augmente avec l'âge. Ici, on regarde 14% des patients en haut de 75 ans, donc plus que 1 sur 10 vont avoir une maladie valvulaire avec l'âge. La maladie d'une valve mitrale arrive plus souvent que la valve aortique. Et pour mettre ça en perspective, si on regarde la prévalence de maladies coronariennes aux États-Unis, c'est à peu près 20%. Ici, on parle de 14%. Donc, c'est un fardeau assez important pour les patients plus âgés. Si on regarde un des plus fréquents, c'est la sténose aortique. Ça, c'est une maladie des personnes âgées. C'est le plus fréquente et ça augmente avec l'âge. C'est estimé d'à peu près 3% chez les patients âgés plus de 75 ans. Et en effet, c'est une maladie dégénérative, donc ça vient avec l'âge. La valve devient usée. Il y a un rétrécissement de la valve aortique et à cause de ça, le patient commence à avoir des symptômes. Donc, vous voyez dans l'image, c'est une valve aortique normale et en bas, une image d'une sténose aortique où la valve ouvre pas bien. Suivante. Et la maladie valvulaire, c'est un peu la même affaire que la maladie coronarienne. C'est pas juste une maladie isolée. C'est une maladie, c'est un processus inflammatoire. Le même genre de maladie qui affecte le cerveau pour les ACV ou les artères coronariennes pour les infarctus, c'est la même chose qui arrive avec la valve aortique. C'est un processus inflammatoire qui va endommager la valve aortique et par la suite, on arrive avec une valve qui est inflammatoire, calcifiée et une sténose aortique sévère. Comment ces patients vont présenter? Est-ce qu'il y a des autres facteurs de risque qui jouent un rôle? Si on regarde l'hypertension, les gens qui fument, le diabète, l'obésité, âge, et en fait, les hommes sont plus affectés avec une sténose aortique que les femmes, mais on commence tous avec une valve qui est normale et avec l'âge, avec tous ces facteurs de risque et le processus inflammatoire, on arrive avec une maladie de la valve aortique sévère qui s'appelle une sténose aortique. Comment ces patients présentent? Ils présentent souvent avec des douleurs dans la poitrine, ils sont essoufflés, ou ils font des pertes de connaissance. Et malheureusement, souvent, ces patients ne sont pas au courant que ça peut arriver. Ils arrivent avec des symptômes d'angine, ils pensent qu'ils sont en train de faire un infarctus. Et en effet, c'est plutôt une maladie de valve que d'autre chose. L'affaire qui est très importante, que dès que le patient commence à avoir des symptômes, le survie change. Donc, si vous présentez avec un symptôme de douleur dans la poitrine, de l'angine, le survie en moyenne, c'est 2 ans. Si, par année, donc 2% par année. Si vous présentez avec une syncope, le survie est encore pire. Et si vous présentez avec une insuffisance cardiaque, en fait, le survie est encore le pire. Donc, dès que les symptômes arrivent, les patients commencent à décider assez rapidement. Le plus sévère, c'est ceux qui présentent avec une insuffisance cardiaque. Dans la majorité des cas, il y a une période où les patients sont asymptomatiques, mais après ça, ça progresse assez rapidement. Et vous voyez ici le survie. Dès que tu arrives avec une valve qui est très, très malade, votre survie à 3 ans, c'est seulement 10%. Et en moyenne, c'est à peu près 50%, mais quand la sténose est assez sévère, on voit ici 50% à 3 ans, si c'est sévère. Quand c'est très sévère, c'est à peu près 40%, mais quand c'est critique, c'est une survie de 10% à 3 ans. Donc, c'est sûr que ça implique une surveillance importante. L'autre maladie valvulaire que je veux parler, c'est une insuffisance mitrale. Ça, c'est assez fréquent aussi. En fait, on voit plus de patients avec une insuffisance mitrale qu'une maladie de la valve aortique. Cette maladie suivante est liée aussi avec une insuffisance cardiaque. Donc, si on regarde l'insuffisance mitrale, à peu près un patient sur 10 sur l'âge de 75 ou plus est déjà une maladie d'insuffisance mitrale, soit modérée ou sévère. Donc, 1 sur 10 en haut de 75 ans. Et si vous avez une insuffisance mitrale sévère, la mortalité peut augmenter jusqu'à 57%.
Le problématique avec cette maladie, le plus le valve coule, le plus le cœur commence à dilater. Quand le cœur dilate, le patient arrive avec insuffisance cardiaque. Et le cœur dilaté cause le valve de couler encore plus, donc l'insuffisance vitale augmente par la suite. Et ça arrive avec une mortalité jusqu'à 57% à 1 an. Il y a plusieurs types d'insuffisance mitral, mais l'affaire qui est intéressante, si vous regardez le type le plus fréquent, c'est chez les patients qui ont déjà une insuffisance cardiaque. Peu importe la cause, soit un ancien infarctus ou une cardiomyopathie, mais ces patients c'est assez fréquent chez ces patients qui vont avoir une insuffisance mitrale. Suivante. Donc, c'est très important de comprendre que quand vous avez une insuffisance mitrale avec une insuffisance cardiaque, en effet, le valve est normal. C'est pas comme une sténose aortique. Le problème principal, c'est surtout le cœur qui ne fonctionne pas bien. Donc, le problème principal, c'est l'insuffisance cardiaque. Soit le cœur a été affecté ou endommagé par un infarctus ou un virus ou d'autres types de cardiomyopathie. Et par la suite, on arrive avec un cœur dilaté et une insuffisance mitrale sévère. Ça, c'est très important quand vous avez une insuffisance mitrale sévère, comme vous voyez en rouge, la mortalité et le taux de hospice pour insuffisance cardiaque est très, très haut. Donc ici, vous voyez le survie sans une hospitalisation pour insuffisance cardiaque et vous voyez si vous avez une insuffisance mitrale sévère, les chances que vous n'êtes pas hospitalisé, c'est en bas de 20%. Aussi, la mortalité, c'est la même affaire. Le plus d'insuffisance mitrale sévère dans le contexte d'insuffisance cardiaque, plus de chances de mourir et d'être hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée. Peu importe le type de cardiomyopathie. Et ça, c'est assez choquant aussi. Quand vous avez une insuffisance cardiaque et une insuffisance mitrale, la chance que vous allez mourir dans 1 an, c'est 20%. La chance que vous allez mourir en 5 ans, c'est 50%. Parmi des gens qui sont en vie à 5 ans, 90% de ces patients vont être hospitalisés. Donc, c'est un fardeau pour le patient, c'est un fardeau aussi pour le système de santé, ces maladies valvulaires dans le contexte d'insuffisance cardiaque. Donc, toutes ces maladies sont connectées, ce pas des affaires séparées. Donc, appel d'action, qu'est-ce que le système, les services, tout le monde peut faire? Mettre en œuvre sur un modèle de soins holistique, simplifier, appuyer l'orientation des patients, des aidants dans le système. Aussi, améliorer la communication avec les patients, éduquer les patients, expliquer c'est quoi des symptômes, utiliser des outils d'évaluation et dans un langage que des patients sont capables de comprendre et utiliser les systèmes médicaux informatisés pour essayer de faciliter la communication. Donc, le suivant, j'ai le plaisir de présenter Dr. Laura Joya qui va nous parler maintenant sur les maladies cérébrales, les maladies de cerveau aussi. Donc, parfait. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout à la Fondation Magie du Cœur. Donc, effectivement, le sujet cette année de le lien entre le cœur, le cerveau et l'esprit étant aussi la cognition des patients est important. Puis, je suis contente que la Fondation a mis ce problème sur le plateau pour qu'on puisse mieux comprendre la situation, puis essayer de trouver des éléments clés pour essayer d'améliorer la situation dans le futur. Donc, je pense que mes présentatifs ont bien déligné le fait que les maladies cardiovasculaires présentent un gros fardeau pour le système. En fait, c'est des données quand même assez frappantes que 90% de la population présente au moins un facteur de risque et de eux, en fait, la moitié présente au moins 3 facteurs de risque. Donc, c'est une population qui était vulnérable pour à la fois les maladies du cœur, l'AVC, ainsi que les déficits cognitifs qui peuvent être des séquelles de ces maladies
Puis si on regarde à l'échelle globale, environ 400 millions de personnes vont être atteintes de maladies cardiovasculaires. Donc, ça représente quand même un fardeau non négligeable et surtout très important pour le système de santé à l'échelle mondiale. Suivant, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça le message clé de la Fondation cette année du bulletin, c'est que toutes ces affectations peuvent mener à la démence, puis c'est important de souligner ça. En fait, lorsqu'on parle de démence, souvent on parle d'un démence Alzheimer et parfois on peut penser à un déficit cognitif vasculaire suite à un AVC, mais c'était quand même assez frappant que même des maladies cardiaques en soi, sans ayant une complication d'AVC, peut mener à des déficits cognitifs. Donc, c'est très important. En fait, des patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque sont à 2,6 fois plus élevés d'avoir des déficits cognitifs d'origine vasculaire ainsi que des valvulopathies. Et puis, je pense que c'est après les schémas de Dr. Ascar, on peut penser que dès que la valve se rétrécit, évidemment, le flot sanguin est diminué et donc ceci peut provoquer une hypoperfusion cérébrale. En fait, ça peut être une des hypothèses pour laquelle les gens qui sont atteints de valvulopathie, de sténose aortique sévère perdent connaissance. Ça fait qu'il y a une interruption du flot sanguin au cerveau. Puis ça, c'est vraiment sur le plan macroscopique, mais on peut penser même sur le plan microscopique que si on a un aire de valve qui est rétrécie, évidemment, il y a moins de perfusion cérébrale qui se fait. La même chose peut se présenter avec des patients qui sont atteints de cardiopathie congénitale, qui a une augmentation de risque à peu près de 30 fois de déficit cognitif plus tard dans la vie. Puis évidemment, si on a un AVC, ceci évidemment entraîne un dommage cérébral et donc c'est sûr que ceci peut affecter la cognition des patients. Suivant, s'il vous plaît. Donc, quand on parle de déficit cognitif, c'est sûr que ceci est tout un spectre de présentation et de sévérité. En fait, ça dépend de quand est-ce qu'on dépiste et on diagnostique la maladie. C'est sûr que ça peut développer par des troubles cognitifs légers chez quelques patients, puis ça peut mener à la stade la plus sévère étant la démence vasculaire, où le patient a vraiment perdu sa cognition de façon importante qui induit une perte d'autonomie à domicile. Puis, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler dans la population générale. C'est sûr que la démence suite à la maladie d'Alzheimer prend beaucoup de place puis beaucoup d'importance dans l'esprit de la population, mais il faut penser au déficit cognitif d'origine vasculaire. C'est quand même fréquent, puis c'est la deuxième cause de démence suite à la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est important de les dépister et diagnostiquer. Puis, comme on avait mentionné tantôt, le risque d'avoir des déficits cognitifs d'origine vasculaire augmente, surtout après des dommages cérébraux tels que des AVC. Puis, on avait souligné aussi le fait qu'il y a des associations avec des maladies du cœur sous-jacentes. Puis, évidemment, des personnes qui sont à risque d'avoir une démence d'Alzheimer, donc qui ont un trouble cognitif préexistant, évidemment, si on ajoute des insultes vasculaires par-dessus, ceci augmente beaucoup les risques. Puis en fait, les démences qu'on voit dans la population sont souvent de l'ordre mixte, c'est-à-dire c'est un mélange entre une pathologie de type Alzheimer ainsi que d'insultes d'origine vasculaire. Suivant, s'il vous plaît. Donc, dans l'esprit de beaucoup de médecins, c'est sûr que l'AVC prend beaucoup d'importance. On est beaucoup dans la prévention primaire et secondaire des AVC. Puis je vous dirais, c'est beaucoup l'étude clinique dans les études cliniques. Hein? C'est vraiment un hardcore outcome, mais il faut penser de plus en plus aux déficits cognitifs d'origine vasculaire sous-jacente à cause de leur importance. Suivant. Puis pourquoi? Mais en fait, parce que la prévalence est quand même assez haute. Donc, voici quelques données qui démontrent que dès qu'un patient se présente à l'hôpital pour une des comorbidités étant soit un AVC, une fibrillation auriculaire, puis une insuffisance cardiaque, si on regardait quelle est la prévalence d'avoir un déficit cognitif d'ordre vasculaire étant comme comorbidité, mais vous voyez que les prévalences sont quand même assez augmentées, qui varient de 16%, qui allait jusqu'au 30%. Donc, à peu près un tiers de la population aura des troubles cognitifs sous-jacentes d'origine vasculaire qui sont dus à des maladies pour lesquelles ils se présentent.
Suivant, s'il vous plaît. Puis, en fait, c'est important de l'identifier. Voici le scan d'un des patients que je suis à la clinique externe qui a malheureusement subi plusieurs AVC d'origine cardio-embolique. Puis ici, on pose la question ouvertement à la madame puis son fils qui l'accompagne au rendez-vous de suivi. Est-ce que ça va bien à la maison? Avez-vous des problèmes de mémoire? Ils vont me dire non. Puis en regardant ce scan, c'est quand même un peu difficile à croire que cette patiente n'a pas de symptômes. Donc oui, il y a des personnes qui vont nous vulgariser, qui ont des problèmes de cognition, mais souvent, il y a des personnes ont tendance à minimiser. Donc, je sais l'importance de quand même dépister, identifier ces déficits cognitifs par une batterie de tests standards que nous avons à notre disposition à la clinique dans le but de prévenir et aussi aider le patient, la famille, cheminer, puis aussi s'assurer la sécurité de la personne à domicile et voir si on devrait diriger la personne à des ressources alternatives de résidence ou d'aide à domicile, etc. Suivant, s'il vous plaît. Puis maintenant, de plus en plus, on a des données quand même intéressantes, des études cliniques qui portent de l'attention à la cognition. Voici une de ces études. Donc, l'étude Compass était une grosse étude internationale sur plus que 20 000 patients, en fait, qui, parmi une population à haut risque de maladies cardiovasculaires, en fait, il y avait soit une maladie coronarienne ou une maladie vasculaire périphérique. Il regardait, en fait, c'était une étude randomisée contre la prise d'aspirine seule, la prise d'anticoagulants, ici le rivaroxaban à 5 mg BD, ou la combinaison d'aspirine et rivaroxaban à faible dose, 2,5. Puis, en fait, c'est sûr que les suites cliniques primaires de cette étude étaient les suites cliniques des événements cardiovasculaires majeurs. Donc, quand on dit ça, on parle de AVC, infarctus cardiaque, mortalité due à des problèmes cardiovasculaires ainsi que l'insuffisance cardiaque. Donc, la cognition en soi n'était pas parmi les essais cliniques primaires. Donc, pour résumer un peu l'étude a quand même été arrêtée précocement en faveur de supériorité de l'effet de la prise d'aspirine et une faible dose d'anticoagulants pour réduire les effets cardiovasculaires majeurs sur cette population. Pourquoi c'est important ici pour cette discussion? Suivant, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. C'est parce que intégré dans cette étude, il y a quand même une sous-étude très intéressante pour laquelle on attend les résultats. Donc, dans l'étude Compass, il y avait une partie de la population, donc sur 20 000 patients, il y a à peu près 1500 patients qui ont été recrutés dans l'étude Compass Mind. Donc, Compass Mind est une sous-étude pour laquelle les personnes vont être suivies avec résonance magnétique pour voir l'apparition des lésions silencieuses, lésions ischémiques silencieuses, qu'on pense sont en lien avec la survenue de déficits cognitifs. Évidemment, si on fait un AVC, ceci peut endommager des neurones, des cellules nerveuses, mais il n'y a pas toujours une corrélation clinique. C'est-à-dire que c'est pas toujours que le patient va avoir des symptômes qu'on connaît de l'AVC, tels qu'une affinité faciale, hémiparésie, hypoesthésie. Donc, des fois, ça peut être dit silencieuse. Cependant, on croit de plus en plus que si on accumule ces lésions silencieuses, ceci peut avoir un fardeau quand même assez important, puis peut présenter plus tardivement avec des déficits cognitifs. Donc, cette étude va regarder, parmi cette population Compass, est-ce que la prise de anticoagulation à faible dose peut prévenir l'incidence de ces lésions ischémiques silencieuses et possiblement diminuer les déficits cognitifs à long terme. Donc, étude intéressante pour laquelle on attend les résultats dès que ça soit publié. Puis, de la même façon, il y a une autre étude, sous-étude intéressante qui est sortie de l'étude clinique Sprint. Donc, pour résumer l'étude de Sprint, c'était une étude clinique randomisée forte-toi d'à peu près 10 000 patients publiés dans le New England Journal. Puis, c'était en prévention primaire pour des personnes qui étaient à haut risque de maladie cardiovasculaire. Est-ce que d'avoir un traitement plus agressif de la pression artérielle, donc un cible de 120 mm
de mercure versus un cible plutôt traditionnel de 140, est-ce que ceci était est-ce que ceci était associé avec une réduction des événements cardiovasculaires majeurs, ok, comme l'AVC, infarctus, insuffisance cardiaque, ainsi que la mortalité. Puis dans l'étude initiale, oui, effectivement, encore une fois, l'étude a été précocement parce que le contrôle agressif de la pression artérielle était effectivement associé avec une réduction de ces événements cliniques majeurs. Mais donc, cette étude a été précocement en 2015. Cependant, il y avait quand même un volet cognitif. Sur tous les patients, en fait, il y avait des évaluations cognitives dès qu'ils étaient recrutés dans l'étude à 2 ans puis à 4 ans. Évidemment, cette étude a été arrêtée précocement. Cependant, ils ont continué, après la publication de cette étude, le volet cognitif. Donc, voilà. Donc, l'hypothèse initiale était que la réduction significative, la réduction agressive de la pression artérielle serait associée avec une meilleure cognition de patient. En fait, ceci était une étude aussi importante parce qu'il y a quand même une pensée que si on était trop agressif avec le contrôle de la pression artérielle, ceci pourrait même engendrer des troubles cognitifs par faute de hypoperfusion. Donc, c'était quand même une étude très intéressante pour ceci. Malheureusement, l'étude n'était pas positive. En fait, il n'y avait pas de bénéfice de le contrôle agressif de la pression artérielle sur le survenu de démence. Cependant, il y avait quand même un signal important qu'il y avait moins de MCI, donc des déficits cognitifs légers sans atteinte d'autonomie. Donc, en fait, les patients randomisés à un contrôle agressif de la pression avaient moins d'incidence de troubles cognitifs légers. Donc, voilà. Donc, pourquoi toute cette importance? En fait, on est dans la prévention. Puis, c'est sûr qu'au cœur, on veut prévenir les maladies du cœur, l'AVC et déficit cognitif, mais c'est sûr que ça prend quand même toute une équipe, autant les membres de santé primaire des patients, des omnipraticiens, les médecins de famille, autant les spécialistes qui voient le patient, autant les cardiologues, puis les neurologues, puis n'importe quel professionnel de la santé au niveau des spécialités. Puis en plus, dès qu'un patient est hospitalisé puis subit un événement cardiovasculaire, c'est important pour l'équipe de réadaptation, physio, ergothérapie, orthophonie, de dépister ces déficits cognitifs pour que les personnes soient bien prises en charge pour les aider à cheminer. Suivant, s'il vous plaît. Puis, dans ce sens, c'est sûr que ça prend un chef d'orchestre. Puis, c'est sûr que le médecin de famille est souvent le mieux placé pour ceci parce qu'ils agissent souvent au premier point de contact des patients qui peut aussi cheminer, orienter les patients correctement, tout dépendamment de leurs problèmes, leurs symptômes aux spécialistes nécessaires. Puis, en même temps, il peut s'adapter avec le suivi à long terme aux besoins des patients, surtout en vieillissant. Donc, puis aussi avoir une approche familiale, peut aussi impliquer les conjoints, les autres membres de la famille pour avoir un peu de soins un peu patient-oriented dans ce sens. Puis évidemment, on est dans la prévention, puis il y a quand même quelques données qui émergent que nous pouvons peut-être prévenir la survenue de ces déficits cognitifs avec les traitements médicaux optimaux. Suivant, s'il vous plaît. Puis en parlant des traitements optimaux, c'est sûr que de prévenir des facteurs de risque vasculaire, bien qu'on n'a pas bien l'évidence, on croit que ça peut avoir une influence quand même sur la prévention des déficits cognitifs d'origine vasculaire. Surtout, on parle de gestion optimale de la pression artérielle, contrôle de la glycémie. On sait que le diabète a une atteinte sur des petits vaisseaux vasculaires qui peut engendrer des déficits cognitifs secondairement. Puis, c'est sur des traitements antithrombotiques, c'est sûr que ceci est prouvé d'avoir une influence sur la protection, prévention des AVC et possiblement avec les études de Compass Mind un jour, si ça s'avérait positif, peut-être ça peut même minimiser l'accru de lésions silencieuses et possiblement des déficits cognitifs secondaires. Suivant.
Puis voici juste un rappel de nos cibles. Donc, pour la protection vasculaire, c'est sûr que pour des personnes atteintes de diabète, on vise un contrôle optimal de la glycémie en bas de 7%. Le cholestérol, on a un cible quand même assez agressif chez des personnes qui ont déjà subi des maladies cardiovasculaires, d'avoir un LDL en bas de 2 ou réduction de 50% le taux de départ, d'avoir une tension artérielle optimale. C'est sûr que les études Sprint étaient parmi une population qui n'a pas subi d'AVC. Donc, on n'a pas vraiment d'évidence d'avoir un contrôle agressif jusqu'à 120 chez des personnes ayant déjà un AVC. Ceci n'est pas evidence-based pour le moment. Puis, c'est sûr de mener un bon mode de vie, donc d'avoir de l'activité physique régulière, puis un régime alimentaire modéré, c'est une bonne chose. Évidemment, de tout cesser toutes les tabagisme, alcoolisme étant des facteurs de risque pour des maladies cardiovasculaires. Suivant. Donc, voilà, c'est un appel à l'action. L'importance de l'identification et la prévention des déficits cognitifs. Il faut d'abord sensibiliser la population à l'importance de cette problématique. Les équipes soignants traitants ainsi que le gouvernement. Donc, c'est un gros fardeau. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt de tous d'essayer d'aller plus loin dans l'identification et prévention. C'est sûr que de plus en plus, les chercheurs commencent à intégrer la cognition dans les études cliniques des études. Puis c'est une bonne chose parce qu'on aura plus de données, puis éventuellement espérant plus de personnel thérapeutique pour attaquer ces problématiques. Puis évidemment, ça prend une équipe de soins de santé dévouée, dédiée à ça. Puis surtout un chef d'orchestre qui peut maîtriser tout le monde ensemble puis prendre le contrôle de la situation. Puis évidemment, faut avoir une approche patient-oriented autour de notre patient, puis le besoin de cette patient et aussi de leur famille. Suivant, je crois, c'est tout. Oui, bonjour, c'est beau. Merci beaucoup, Laura, Anita et Caroline. J'espère que vous m'entendez. Je pense que vous avez dressé un portrait assez compréhensif de la situation. Maintenant, je pense que quand on réfléchit à toutes ces questions et tous ces enjeux, c'est certainement vrai que on parle, et souvent à l'intérieur des commentaires de Anita et d'autres, qu'avec l'âge, il y a un nombre de choses qui deviennent plus complexes, mais comme Caroline a démontré aussi, et les jeunes femmes et hommes aussi commencent à subir des conséquences et vivent avec ces maladies, et vivent avec les conséquences beaucoup plus longtemps. Alors, l'idée de vraiment prendre une approche qui voit la personne dans son ensemble et qui voit tous les aspects de cette personne et tous les besoins de la personne, qu'ils soient rattachés à la maladie cardiaque, à l'AVC, au déficit cognitif ou l'interaction de tous ceux-ci, ça fait vraiment partie de notre appel à l'action. Alors, pour nos participants qui sont en ligne, je vous inviterai à poser des questions. Si vous regardez dans le GoTo, vous allez voir, là, il y a une zone de clavardage là, pour que vous puissiez écrire des commentaires. Alors, je vous inviterai à signaler si vous avez quoi que ce soit et je peux lire la question et partager avec nos présentatrices. Une des choses, puisqu'on vient de finir là-dessus, quand j'ai vu la liste, Laura, de tous les médicaments et toutes les approches pharmacoceutiques qu'on peut prendre pour traiter quelqu'un, et je pense à Caroline étant la patiente qui est ici aujourd'hui, comment vraiment, si on prend une approche intégrée, comment qu'on peut avoir un peu là, une vue d'ensemble sur cette personne et l'appuyer dans ces démarches assez complexes pour gérer leur maladie? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, oui, effectivement, c'est sûr qu'il faut s'attaquer à
plusieurs niveaux, plusieurs facteurs de risque de chaque personne. Puis, en fait, c'est ça l'approche un peu holistique. Ça prend vraiment un chef d'orchestre qui maîtrise tout ça. Puis, en fait, le médecin de famille est souvent le mieux placé pour essayer de gérer tous les éléments de la personne. Hein. Tout le monde qui est en spécialité a tendance à souvent focuser sur leur organe sans avoir une approche plus globale de la personne. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur du système pour être plus intégrés? Vous et Anita, vous travaillez tous les deux à l'intérieur du système. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Oui, c'est sûr qu'avoir des cliniques multidisciplinaires, ça a été la meilleure chose. Donc, avoir comme un one pit stop pour le patient qui peut voir tous ses spécialistes, tous les professionnels de la santé attachés s'il y a des besoins, orthophonie, ergothérapie, physiothérapie, au lieu que le patient aille plusieurs rendez-vous étalés sur plusieurs semaines. Si on pouvait avoir des cliniques bâties avec plusieurs spécialités ensemble, multidisciplinaires, je pense que ça aurait pu, puis c'est sûr que ça va faciliter beaucoup la communication entre les spécialistes pour voir souvent des problèmes attachés au cerveau puis le cœur. Souvent, ça prend des discussions entre les spécialistes ensemble. Donc, je pense que ça peut être une belle façon de faire. Puis ici au CHUM, on essaie de bâtir ces études, ces cliniques, c'est-à-dire, justement. Oui, merci. Il y a un nombre d'exemples à travers le pays, mais ce n'est pas encore la norme. La prochaine question, je pense que c'est une question pour Anita. François Aubé qui demande, au niveau de la prévalence et du prognostic de l'insuffisance mitrale ou aortique, est-ce que la mortalité tient compte des personnes ayant subi des interventions surgicales et autres? Alors, est-ce que les interventions surgicales ont un impact sur la mortalité? C'est vraiment une bonne question. Surtout les données que j'ai présentées, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Donc, si on n'a pas fait une intervention, ce qu'on sait maintenant, c'est des interventions, si on parle de sténose aortique, on est capable en fait, presque éliminer la mortalité reliée à la sténose aortique si on change le valve. Ça ne veut pas dire qu'on traite tous les autres comorbidités qui peuvent affecter des patients. Et depuis 2012, maintenant, on est capable de remplacer des valves par cathéter, donc d'une façon minimalement invasive. Procédure par cathéter, le patient quitte 48 heures plus tard, au lieu d'une chirurgie cœur ouvert qui peut être très, très difficile pour les patients avec plusieurs comorbidités, incluant les déficits cognitifs légers, parce qu'on sait avec une anesthésie générale, après une chirurgie, souvent ces genres de patients arrivent avec le délirium et ça peut avancer en fait leur déficit cognitif. Donc, il y a des traitements maintenant, c'est pas pour tout le monde, mais ces traitements peuvent améliorer la qualité de vie de ces patients, mais c'est sûr s'ils ont plusieurs comorbidités, ça se traite pas juste avec un changement de valve, mais ça améliore la qualité de vie et ça prolonge la vie en termes de mortalité de maladies valvulaires. Merci, Dr. Ascar. J'ai une autre question et la personne qui a posé la question vous remercie également. La prochaine question est axée sur la prévention de la démence ou les déficits cognitifs d'origine vasculaire, demandant si la vitamine B12 a un impact sur la prévention. C'est une bonne question. Je sais qu'il y a pas mal de patients qui le prennent. À date, on n'a pas vu des études randomisées qui montrent il y a un avantage de prendre ce genre de médicaments en termes de protéger contre les déficits cognitifs. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires avec ces médicaments, donc souvent on va pas arrêter ces médicaments si le patient le prend, mais à date, les études randomisées, on n'a pas démontré un bénéfice. Est-ce que vous avez, soit Dr. Joya ou Dr. Asgar, des recommandations sur la prévention des déficits cognitifs d'origine vasculaire? Je sais que c'est une question qu'on est en train encore de faire beaucoup de recherches, mais y a-t-il des messages clés à part la bonne santé, la bonne alimentation, l'activité physique? Peut-être pas on va tous courir des marathons comme Caroline, mais pas fumer. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier attaché au déficit cognitif d'origine vasculaire? Oh,
Oh. OK. On t'a perdu. Mais je vais essayer de répondre jusqu'à son micro commence à fonctionner. Ouais. C'est sûr que le déficit cognitif, c'est multifactoriel, mais il y a des facteurs de risque connus pour les AVC, les maladies coronariennes qu'on peut essayer de traiter comme le cholestérol, la haute pression, le diabète. Je pense qu'il faut voir ça comme un morceau d'une grosse pièce pour essayer de prévenir toute cette famille de maladies. Pas juste le déficit cognitif, mais aussi la maladie coronarienne, les AVC. Excellent. Merci. Laura, je m'excuse. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, parfait. OK, donc effectivement, c'est la gestion de tous les facteurs de risque. On sait peut avoir une influence. Donc, comme Dr. Asghar a dit, c'est l'ensemble des choses. C'est comme, souvent, je dis, c'est un pierre pour plusieurs coups. Donc, c'est sûr qu'on aide la santé en général de nos patients. Une autre chose que j'ajouterais pour les personnes qui sont inquiètes, c'est de rester actif sur le plan physique et aussi mental, d'essayer de faire des activités, de garder le cerveau, l'entraînement du cerveau. Si on veut entraîner notre cœur, il faut aussi entraîner le cerveau pour garder, puis aussi, il y a quelques évidences que ça peut retarder un peu la maladie si la démence, si on est quand même assez productif sur le plan cognitif. Donc, je recommande beaucoup de faire des activités mentales. Merci. Je vais laisser la dernière parole à Caroline pour ajouter sa perspective. Que ce soit sur la prévention ou vraiment sur le plan de comment bien gérer sa santé, surtout quand il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. En fait, je dirais un conseil que je dis beaucoup à des gens qui sont autour de moi. Tout à l'heure, tu disais, on peut pas tous courir des marathons comme Caroline, c'est tout à fait vrai. Ce que je pense sur le plan de la prévention, on dit faire plus d'exercice, évidemment, une saine alimentation, mais faire de l'exercice pour certaines personnes, ça peut sembler être un obstacle majeur. Mais faire de l'exercice, ça ne veut pas dire courir des demi-marathons, des marathons ou des triathlons. Ce qui est important de faire, c'est de pratiquer une activité qu'on aime. Et à ce moment-là, on n'a plus l'impression de faire un entraînement, mais ça devient véritablement un loisir puis une activité. Que ce soit faire du vélo, prendre une marche, faire de la danse, quelle qu'elle soit. Ça serait le conseil que je donnerais. En faisant quelque chose qu'on aime, on a moins tendance à abandonner. Éventuellement, ça devient partie intégrante de notre mode de vie. Merci. Alors, je vous remercie les trois. Il y a un dernier commentaire qui, en fait, réunit, qui parle de l'importance de faire vraiment non seulement de l'activité physique individuelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire au sein de la population pour favoriser le mouvement, l'action et un peuple en santé, par exemple le transport en commun, le transport actif, et donc il faut agir à plusieurs plans en même temps. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui et je remercie surtout nos trois présentatrices exceptionnelles qui ont vraiment partagé leur expertise, leur expérience. Et si vous avez d'autres questions, envoyez-nous des questions et on vous remercie les trois et au plaisir et à la prochaine. Merci.